Alors, Gaëlle Lestradic, conseillère régionale de la région Bretagne, déléguée à l'ESS et présidente des instances de la commande publique, ça nous intéresse drôlement. Laurence Besser, deuxième vice-présidente de Rennes Métropole à l'aménagement, vous êtes également maire de Béton et présidente de Territoire Public. Donc Johan, alors là vous connaissez tous par cœur, coprésident de FB2, et Anne-Sophie Gestin, chargée de mission, analyse cycle de vie des matériaux au sein du service architecture à la direction aménagement et déplacement à Saint-Brieuc-Armand Agglomération. Donc le sujet, je l'ai dit tout à l'heure, des territoires mobilisés en faveur des biosourcés, initiatives inspirantes. Madame Lestradic, je vous interpelle tout de suite. Pourquoi les territoires sont mobilisés pour valoriser, développer les matériaux biosourcés? Qu'est-ce qui fait que la politique porte ces sujets-là? Vaste question quand même. Bonjour à tous et à toutes. Pourquoi est-ce que les territoires sont mobilisés? Parce qu'on est devant un mur climatique notamment, et que ces solutions permettent de relever ce défi climatique. Donc à partir de là, il faut les promouvoir, il faut les valoriser, et le rôle des collectivités est très important, à mon sens, dans cette démarche. Et comment vous faites? On considère qu'à la région Bretagne, on se doit d'être exemplaire ou le plus exemplaire possible. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais on considère qu'effectivement la puissance publique, c'est à elle d'impulser les choses, notamment en développant la demande concernant ces filières, en structurant ces filières. Donc là, pour structurer des filières, eh bien, on passe des conventions de partenariat avec des fédérations et voilà. Vous savez deux, en premier lieu, mais d'autres également. Donc ça, c'est une première façon. Et puis, on impulse effectivement la demande par de la commande publique. Je développe tout de suite ou... Allez-y, c'est bon. Il faut bien se rendre compte que la commande publique, c'est un levier énorme sur la région Bretagne. Rien que la région, c'est 400 millions d'euros. Donc c'est 20% de notre budget, et sur l'ensemble de la région, tous les acheteurs publics, c'est 5 milliards. Alors c'est pas 5 milliards qui construisent des choses et qui ont besoin de la filière biosourcée, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc effectivement, ça veut dire qu'on a les moyens d'enclencher, ou en tout cas d'impulser cette demande-là. Et si les pouvoirs publics et les élus en premier lieu, évidemment, ne disent pas « nous voulons des bâtiments avec des matériaux biosourcés », bah ça se fait pas. C'est tout simple. Hein. Donc il faut effectivement promouvoir ça. Nous, dans nos marchés, on a désormais des clauses environnementales qui sont de 20%, c'est le minimum, et qu'on systématise. On a aussi évidemment des notions de critères qui font que on est obligé de se tourner vers les matériaux biosourcés, ou en tout cas les équipes. Parce que la région de Bretagne, c'est 115 lycées, c'est des canaux, c'est des bâtiments tertiaires un peu partout en Bretagne, donc on construit du neuf. Hein. On a deux derniers lycées, celui de Liffré et celui de Pleuhermel, qui ont été faits selon ces principes-là, mais dès qu'il y a de la rénovation, on essaye aussi forcément d'intégrer les matériaux biosourcés. Merci beaucoup. Alors, tant qu'on est sur la commande publique, le SPASER, vous pouvez nous en dire deux mots? Alors le SPASER, c'est un gros mot pour dire que ça rassemble tout ça. Qui sait ce que c'est le SPASER dans la salle? D'accord. Soyez pédagogue. Alors, le SPASER, c'est un document qui est réglementaire pour les collectivités qui ont plus de 50 millions d'achats désormais. Hein, c'était beaucoup plus haut, mais ça permet de se fixer des objectifs. La région de Bretagne, on se fixe 40 objectifs, et sur ces 40 objectifs, on en a notamment 21 qui sont chiffrés, et on a 19 que l'on doit publier. C'est-à-dire qu'on rend, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on rend nos données publiques pour voir nos marges de progression. Parce que vous pouvez toujours vous fixer
un objectif à atteindre. Si celui-ci n'est pas atteignable, ça ne vaut pas le coup. L'objectif, en tout cas nous qu'on s'est donné, c'est d'être dans une démarche de progrès. Et voilà. Et le SPASER, on l'a construit en 3 chantiers. Et celui d'aujourd'hui qui nous concerne, c'est le chantier qui permet d'accélérer les transitions écologiques et sociales. Et notamment avec l'objectif de développer l'économie circulaire et les matériaux biosourcés. Donc voilà, ça c'est des objectifs qu'on se fixe. Et dans ces objectifs, pour y arriver, on met les critères environnementaux dans nos marchés publics. On a aussi introduit la notion de coût global, ce qui est très importante, puisque un matériau peut être moins cher, mais si on prend l'ensemble de son cycle de vie, eh bien finalement il va devenir plus cher qu'un matériau local biosourcé qui, sur l'étiquette, apparaîtrait entre guillemets plus cher au démarrage ou à l'achat. Donc on va systématiser. C'est pas encore 100% de nos marchés, je vais être honnête avec vous, parce que derrière, ça veut dire des calculs voilà, pour, entre guillemets, consolider aussi de manière juridique nos marchés, mais voilà, en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Donc notre fin de SPASER, en tout cas celui-là, ce schéma, c'est 2025, on espère atteindre l'ensemble de nos objectifs. Et forcément, il y en aura un autre et on poursuivra la progression. Et en matière de biosourcés, est-ce que vous avez un objectif défini dans le cadre de ce SPASER ou... Alors, on n'est pas sur des objectifs chiffrés pour le biosourcé, mais on est sur, puisque là, c'est quasiment tous nos marchés, on est à systématiser en fait nos critères pour 2025, c'est que 100% de nos marchés ils aient le critère environnemental et ils aient le critère E3C1 qui fait qu'on s'oriente vers les matériaux biosourcés. Merci beaucoup Gaëlle Lestradic. Laurence Besser, vous êtes élue depuis 95, je crois, c'est ça? Oui. C'est ça? Non, mais c'était pas par rapport, pas par rapport à votre âge, c'est que vous êtes une élue impliquée, dites-moi. Et est-ce que vous avez constaté, est-ce que vous avez les mêmes constats? Quels sont les enjeux de Rennes Métropole sur cette partie biosourcée et plus largement construction et aménagement durable? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Et pour répondre à votre question, vous faites allusion, effectivement, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque sur ces questions. J'étais élue plutôt sur les questions agricoles et environnement. Mais si on regarde un peu dans le rétroviseur par rapport à ces années-là, c'est vrai que toutes ces notions de biosourcés n'étaient pas du tout sur le devant en premier sur ces questions. Je donnerai un autre exemple aussi, le vélo. Quand on parlait d'aménagement dans la ville, les questions de pistes cyclables en 1995 n'étaient pas du tout aussi prégnantes qu'aujourd'hui. Donc on voit bien, et c'est par rapport à l'enjeu, par rapport aux enjeux auxquels nous devons répondre, toutes ces questions, je dirais même depuis une dizaine d'années, sont de plus en plus fortes et absolument nécessaires. C'est-à-dire que ces questions d'aménagement, alors aujourd'hui on parle de biosourcés, mais en fait le but c'est vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre. On sait que les plus forts domaines d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la construction, mais aussi ses usages. Ce sont les mobilités, donc l'aménagement. Essayer de construire de sorte que les déplacements soient les plus courts possibles. Alors ça pose la question d'aménagement du territoire, des polarités, des lieux d'activité, des lieux de service, des lieux de culture, des lieux de loisirs, des lieux d'habitat. Donc aujourd'hui en plus il y a le contexte du ZAN, donc dans lequel la métropole s'inscrit complètement, le zéro artificialisation nette. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde nos zones d'aménagement industriel des années 60-70 et qu'on imagine ce qu'elles pourraient être demain en termes de densité et d'optimisation, on voit facilement ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire densifier, notamment par la hauteur, reperméabiliser avec des espaces verts, des sols circulants mais perméables. On pourrait aussi travailler sur, et c'est ce à quoi s'emploie la métropole, sur les transports en commun performants pour desservir les zones les plus denses.
Donc ça c'est l'aménagement, mais il y a aussi la construction. Donc on sait aujourd'hui que 80% de ce qui est construit, enfin il manque 20% pour accueillir la population, donc il y a beaucoup du déjà là. Donc on est dans un territoire, il faut prendre en compte aussi la démographie, on est dans un territoire démographique avec une croissance démographique dynamique. Sur la métropole, il y a quelque temps, même si la courbe de croissance se ralentit, on parlait de 550 000 à l'horizon 2040, on est plutôt à 550 000 habitants sur la métropole à l'horizon 2050, mais il n'empêche qu'il faut construire des logements parce qu'il y a des populations qui arrivent, il y a la population actuelle aussi, et donc on sait que la croissance de la démographie est plus liée au solde naturel qu'au solde migratoire sur la métropole. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les métropoles. Sur Nantes, on y était il y a une dizaine de jours. Voilà, c'est plus l'inverse. Donc en fait, cela dépend des territoires. Et donc, il faut accueillir. Et puis, il faut aussi rénover, parce qu'on sait qu'on a tout un ensemble de bâtiments à rénover. Et donc, quand on dit produire du logement, est-ce que c'est du logement neuf? En partie, oui. Et puis du logement rénové. Et puis on peut aussi travailler ces questions de bureaux à transformer en logement. On sait qu'on a beaucoup de tertiaires qui n'est plus forcément adapté au mode de travail d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que le marché du bureau sur la métropole se porte bien. On a l'impression qu'il y a beaucoup de bureaux, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Et donc on travaille sur cette réversibilité de bureaux en logement. Ça aussi, ça permet une moindre consommation d'énergie. On travaille aussi, par exemple, on fait une étude du potentiel de surélévation. Alors on voit bien dans nos zones urbanisées, que ce soit en zone d'habitat ou d'activité, quelquefois des possibilités de hauteur sans dénaturer l'architecture existante. Et donc là aussi on a du potentiel. On fait aussi un travail sur les gisements fonciers. Donc en fait on voit bien que dans la construction, il y a tout ça à prendre en compte. Et puis, quand on doit vraiment créer une zone d'aménagement, avant même d'aller utiliser des matériaux biosourcés, parce qu'on peut faire un bâtiment très performant, mais s'il est mal positionné, s'il est loin des transports en commun, s'il est... Voilà. Donc la première chose, c'est vraiment bien réfléchir au positionnement de l'aménagement, près des transports en commun, en limitant la consommation des espaces à cours naturels, en travaillant sur l'orientation des bâtiments futurs, en étudiant la topographie. Si on fait un sous-sol, chose qu'on devrait faire de moins en moins, parce que c'est des consommateurs de beaucoup de béton, et bien essayer de faire rentrer au point bas et non pas au point haut. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Voilà, il y a les grandes théories, et après il y a la mise en pratique, et donc les aménageurs et les architectes sont là pour faire ce travail. Merci beaucoup, Madame Besserve. Alors, vous nous avez posé finalement les enjeux toutes les deux en tant qu'élus. Et ce que l'on peut noter, c'est que sans engagement politique fort, les choses ne se font pas, ou plus difficilement, ou se font à côté, mais peut-être avec moins d'ampleur. Et justement, Anne-Sophie Gestin, donc vous représentez la communauté de communes Saint-Brieuc Armor Agglomération. Vous avez des élus qui impulsent des politiques, qui engagent des projets, et vous les mettez en œuvre. Alors comment ça se passe concrètement? Alors bonjour à tous et à toutes. Alors comment ça se passe? Déjà on travaille avec un élu qui est très engagé sur la question, c'est monsieur Bruno Bezit, qui est élu, qui est conseiller délégué à l'économie sociale et solidaire et à l'économie circulaire. Et on est aussi lauréat d'un appel à projet qui s'appelle Territoire économie ressources, en fait, qui est issu d'un diagnostic du territoire avec les entreprises du territoire. Et il y a 3 secteurs en fait, qui ont émergé. Je dézoome un petit peu pour comprendre notre dynamique. Et le secteur du bâtiment a été identifié comme un secteur important sur lequel agir en termes d'économie de la ressource. Et 2 autres secteurs sont également ressortis. Le deuxième secteur, c'est comment on crée encore du développement économique en économisant de la ressource. Donc ça, c'est un de mes collègues qui a cette lourde tâche
d'y répondre. Et la troisième, c'est comment valoriser nos déchets coquillers et le plastique marin, parce qu'on a un territoire donc, de Saint-Brieuc-Agglomération, un territoire marin, pour partie. Voilà. Et donc sur la partie bâtiment, comment on fait? Déjà, on travaille beaucoup en étroite concertation. On échange, on réajuste aussi régulièrement parce qu'il y a l'enjeu est de taille, il y a beaucoup de choses à faire, de reprioriser. On travaille beaucoup avec les agents en interne sur la sensibilisation. Je pense que ça c'est un levier important et je pense que j'ai pas mal de mes collègues qui sont là aujourd'hui qui pourront témoigner, je pense, de l'évolution qu'il y a depuis qu'on travaille à ce sujet. Et après, je pense comment on s'y prend, c'est à s'y confronter nous-mêmes en fait à ces projets. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de préconiser des matériaux, c'est-à-dire que nous-mêmes en fait en interne au service d'architecture, on a nos propres chantiers sur lesquels on s'y confronte et que ça soit aussi bien sur le biosourcé que sur le réemploi des matériaux, chose pas toujours facile, mais on s'y confronte pour avoir du retour d'expérience, pour pouvoir le partager et pour pouvoir dire ce qui est réplicable, ce qui l'est moins, ce qui est de l'ordre du chantier pilote et de l'ordre du facilement réplicable, comment on peut convaincre d'autres maîtres d'ouvrage, je pense à des bailleurs sociaux par exemple, comment s'y prendre. Voilà. Donc l'importance de faire pour ensuite accompagner. Et j'entends l'importance de la sensibilisation également. Et avant d'engager finalement les projets et les actions, vous avez une ambition politique qui est, et vous faites une étude de préfiguration, c'est ça? Alors, il y a eu cette étude de préfiguration au préalable, et donc maintenant on a un certain nombre d'objectifs qui sont donc de la sensibilisation, de l'animation de filière. En troisième, on est sur un sujet de préfiguration de plateformes de matériaux issus du réemploi, donc ça c'est plus vraiment réemploi. Et ensuite, on a comment on accompagne en fait nos autres collègues qui sont dans différentes directions, parce qu'on a des compétences très transversales, donc notamment sur la partie marché public, comment on calibre nos marchés publics pour qu'ils soient, je pense, alors là sur le réemploi il y a des choses spécifiques, mais aussi sur les biosourcés, et puis également là c'est un peu plus sur le réemploi également, mais par exemple comment on encadre le don d'un matériau, la vente d'un matériau, quelle responsabilité on a. Et puis ensuite, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait, c'est les projets qu'on lance, donc biosourcé et réemploi, et qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est moins facile, et on essaie à chaque fois d'aller un petit peu plus loin. Voilà, en tout cas la démarche. Merci beaucoup. Alors, mesdames, vous êtes des territoires engagés envers les biosourcés. Et quels seraient, on a entendu parler de beaucoup d'échanges, de concertation, il y a une sensibilisation nécessaire. Quels sont les besoins que vous avez vis-à-vis des filières pour aller plus loin, toujours plus de biosourcés dans les projets? Est-ce que vous avez identifié des besoins ou finalement, non, tout est OK, il n'y a pas d'action à mener du côté des filières? Elle n'est pas facile cette question, je suis d'accord. Gabriel Stradic. Je pense qu'en fait, c'est le besoin qu'on a, mais je ne suis pas sûre que ce soit que du côté des collectivités, c'est d'un partage d'expérience. Ça vient d'être dit, mais je crois que c'est dans les deux sens en fait. C'est que nous, on a, en tant que collectivité, des schémas à faire, des marchés publics à passer, etc., qui sont très cadrés, etc. Donc c'est réglementaire, il faut qu'on rentre dans un moule. Et à l'inverse, on veut aller vers cette dynamique et donc on a besoin de vous pour nous aider à être exemplaires dans nos constructions ou dans nos rénovations. Et effectivement, avec en tout cas nos marchés publics et notre SPASER, on a publié, où ça va être quasiment fait, jusque quasiment la fin du mandat, la programmation de nos marchés. Et ça permet de donner aux professionnels une visibilité sur ce que la région de Bretagne va avoir besoin. Alors, tous ces marchés publics, mais du coup, en ce qui concerne aussi à la fois la rénovation et la construction. Et de ce fait, on inverse les choses. C'est-à-dire qu'on attend de vous, professionnels, que vous nous proposiez des choses pour qu'on calibre nos marchés en fonction de ça. Et ça, je pense que, et c'est à ce moment-là que
j'ai besoin de vous, tout simplement. Enfin, la région Bretagne, elle a besoin de vous pour eux. Mais je pense que c'est du partenariat, vraiment. C'est le fait de faire ensemble. Enfin, moi, j'ai bien entendu tout à l'heure que vous aviez les matériaux et que vous saviez faire. Alors justement, j'ai une question qui peut ça peut être une réponse. Il y a deux questions. Donc c'est Adrien Baudichon, PEFC France. Donc c'est pour Madame Stradic, c'est spécifié. Est-ce que par le biais de la commande publique, Madame Stradic exige des bois disposant d'un label de gestion? Si label égale garantie de gestion. Alors je pense que c'est plutôt la région. Est-ce qu'il y a une exigence de mettre en œuvre des bois disposant d'un label? Alors je n'ai pas tous nos marchés en tête là, vous avez un qui colle quand même, mais oui, je pense que clairement on va dans ce sens, et en tout cas on travaille avec Fibbois qui l'objectif c'est d'avoir de la ressource locale aussi, parce que c'est ça aussi qu'on vise à travers de la commande publique. En tout cas nous ça a été clairement inscrit, parce que si l'objectif c'est d'avoir des matériaux biosourcés, je vais enfoncer une porte ouverte, hein, mais je vais la faire quand même, c'est aussi de développer notre économie locale. C'est nos emplois en Bretagne. Et donc, c'est de la relocalisation. C'est pour ça que l'achat public, qui pouvait depuis très longtemps être simplement un acte technique, devient, enfin en tout cas nous on le porte comme ça, un acte politique. Et alors, le label, précisément, je ne suis pas suffisamment spécialiste, je vous l'avoue, mais effectivement, il y a cette volonté, effectivement, de favoriser et de tracer, en tout cas, la production de bois que l'on peut avoir, sur les lycées, en tout cas, qui ont été faits dernièrement, Pleuhermel et Liffré, qui ont utilisé beaucoup de bois. Oui, je ne doute pas qu'il y ait eu cette volonté d'avoir du bois le plus local possible. Merci beaucoup. Laurence Besser, quel besoin? Oui, sur votre question. Alors, je dirais directement les besoins quand on veut pousser les curseurs des matériaux biosourcés. On va nous dire, dans les architectes, les aménageurs, il manque la main-d'œuvre ou la main-d'œuvre qui n'est pas formée, donc la formation. Et puis après, il va y avoir la matière. Vous l'avez évoqué, les matières de matériaux biosourcés. En même temps, les fournisseurs ou les écoles vont dire bah oui, mais on ne peut pas former, on ne va pas produire s'il n'y a pas de demande. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et donc en fait, il faut avancer petit à petit. Je pense il faut pousser petit à petit tous les curseurs. Parce que si on oblige, si on réglemente, eh bien on n'a pas forcément les offres et puis la matière et les offres et puis le personnel, enfin la main-d'œuvre. Et puis, de l'autre côté, s'il n'y a pas de débouché, ça ne se développe pas. Je prendrais la filière bois, par exemple. Vous faisiez tout à l'heure allusion à ma date d'élu. Sur cette volonté de planter des haies, on en parle depuis 1990. Et ça avance extrêmement doucement. Même si il y a des programmes européens portés par la région, je pense à Brest-Bocage, etc. Bon. Donc il faut vraiment, je pense que les politiques ont un rôle pour pousser les curseurs petit à petit. Alors, on parle de pédagogie, de sensibilisation, je pense que tout le monde, ce genre de rassemblement fait partie de cela. Et après, il y a les recommandations et les obligations. Et je donnerai quels outils on a, nous les élus, pour pousser ces curseurs. Alors aujourd'hui, donc je suis en charge du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, et petit à petit on pousse les curseurs. Alors ça fait l'objet de débat, est-ce qu'on doit obliger, est-ce qu'on doit recommander, à quelle vitesse on doit aller, en fonction justement de tout ce que je viens de dire auparavant. Donc on est, comme on a des modifications régulièrement tous les 2 ou 3 ans, eh bien, on fait une recommandation pour cette fois-ci. La fois d'après, ce sera une obligation, parce qu'entre-temps, il y a des débats, il y a des structures de filière. Donc, dans le PLUI, par exemple, on a eu un gros débat, on avait poussé tous les curseurs, et puis au final, en discutant aussi avec les aménageurs, les constructeurs, les promoteurs, on nous dit, et puis cette obligation de produire du logement assez rapidement, parce qu'on est vraiment dans une crise du logement,
c'est poser la question, est-ce qu'on fait tout de qualité et ça demande 5 ans, ou est-ce qu'on y va progressivement, parce que de toute façon, il y a une urgence sociale aussi à loger les personnes. Donc c'est vraiment ce genre de questions auxquelles nous devons répondre, et donc voilà, c'est pas si facile que ça. Donc aujourd'hui, dans le PLUI, on actionne des leviers, et puis sur la métropole, on a travaillé aussi sur le référentiel bas carbone, donc où on oblige, selon que ce sont ou des logements ou du bureau, d'être en RE 2020 ou RE 2025 ou RE 2028, et de façon progressive, avec des niveaux d'emploi de matériaux biosourcés 1, 2, 3, donc de plus en plus fort, selon alors je ne l'ai pas en tête, hein, mais voilà, il est consultable sur le site internet de la métropole, et donc c'est une façon d'obliger. Donc aujourd'hui, donc il est mis en place depuis, je vais dire, 1 an. Voilà, on est dans la réflexion, et il y a des lieux sur la métropole où on a poussé les curseurs matériaux biosourcés. Et donc les permis ont été accordés, les architectes choisis et permis accordés. Et puis là, eh bien, c'est l'ouverture des marchés. Et donc là, c'est une autre question, parce que quelquefois, eh bien, l'équilibre de l'opération ne passe pas. Donc on n'en est pas encore là, mais on est dans cette phase d'ouverture des plis. Et donc on saura dans quelques mois si là où on a mis les curseurs, ça sort avec l'équilibre économique dans un contexte... on ne peut pas dire plus complètement chahuté. Voilà. Donc il y a cette volonté, il y a cette ambition, recommandation, demain obligation, et quelque part des fois déjà en place obligation. Et puis on regarde ce que ça produit, et quand on y arrive, eh bien, il faut le vulgariser pour démontrer qu'on y arrive, et il faut que ce soit reproductible, parce que ce qui n'est pas reproductible n'est pas durable. On reviendra sur cette question, effectivement. Claire, vous souhaitiez rebondir? C'était pour rebondir sur ce qui a été dit de comment aussi ça engrange une économie locale. Je pense qu'on est tous sensibles et sensibilisés à ça. Nous, de notre côté, ce qu'on essaye de faire, c'est donc effectivement de prescrire à l'échelle PLUI le référentiel bas carbone, parce que c'est une excellente chose de manière macro. Nous, on essaie aussi d'encourager d'un point de vue tissu, en fait, écosystème des professionnels, d'animer un réseau, notamment, je pense, sur la partie bois réemploi. Et à côté de ça, enfin en parallèle de ça, c'est qu'on lance un marché, ça s'appelle un système d'acquisition dynamique de 3000 m² de réemploi, notamment avec des éléments en bois. Donc ce qu'on essaie de faire en fait, c'est voilà, d'un côté d'animer, de montrer qu'il y a une impulsion, qu'on a envie d'avoir un écosystème local qui prenne, et de l'autre c'est de montrer qu'on est volontaire et qu'il y a un nouveau marché, et voilà, donc d'agir sur ces deux pans en tout cas. Merci beaucoup. Alors Johan, depuis tout à l'heure, on entend des engagements politiques forts, des projets en faveur des biosourcés. Comment tu ressens les choses par rapport aux biosourcés? À titre personnel, ça va être compliqué de répondre, il y a beaucoup de dynamique sur le territoire breton. J'arrive à suivre 2-3 petites choses. On a parlé du Spaser, on a été avec les différentes filières assez investis, et certains d'entre nous se sont penchés sur le sujet de comment est-ce qu'on pouvait accompagner la région Bretagne pour infléchir sa politique. On va à la rencontre des territoires aussi. On est en contact avec Saint-Brieuc Agglomération, mais avec d'autres agglos aussi. On travaille avec Rennes Métropole sur les cahiers de prescription, sur les fiches des écomatériaux, qui permettent justement de donner aussi des illustrations et des exemples pour la mise en place du référentiel bas carbone. On accompagne aussi la scène territoire public sur certains programmes d'aménagement, justement pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut au mieux intégrer les matériaux biosourcés, avec nous, en ce qui nous concerne, le volet technique. Là où il y a un volet politique, on a un volet technique nous à apporter, et notre expertise aujourd'hui, en tout cas, elle est bien identifiée pour ça, et le défi auquel on doit répondre, c'est avec toutes nos petites mains. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces sollicitations qui sont grandissantes? Je parlais tout à l'heure de 700 adhérents, c'est pas 700 salariés. C'est pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on fait en dehors du boulot, le soir, tard, le samedi et le dimanche. Donc il y a aussi cette fragilité-là, nous de notre côté. Là où je suis
assez conscient, mais je pense qu'on le met collectivement, c'est cette notion de progression, avec comment est-ce qu'on maintient l'équilibre d'un écosystème, c'est aller trop vite, trop loin, c'est pas non plus la bonne solution, on le répète assez régulièrement. Il y a des spécificités aussi dans les filières, vous avez des filières qui sont dites historiques, qui sont beaucoup plus matures que d'autres. Vous avez des filières qui peuvent être encore considérées à la marge dans le développement de leurs matériaux, de leur connaissance de leurs matériaux, mais en tout cas du niveau auquel on doit les amener pour pouvoir rentrer dans la commande publique, qui ne sont pas les marchés les plus faciles à aborder aussi quand on est en entreprise de construction. Nous, c'est à tout ça qu'on réfléchit, c'est vraiment là où on est aujourd'hui, c'est la notion de structuration des filières. Et là où on a cette force-là, c'est qu'on travaille en intelligence, nous, entre nous, et évidemment avec nos partenaires. Et je pense que c'est un peu le message qu'il y a à retenir. On ne fera pas tout en claquant des doigts d'aujourd'hui à demain, mais en tout cas, on prend la bonne voie et on est tous persuadés qu'ensemble, on peut faire des grandes choses, et c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse progresser, c'est garder le lien, garder le contact. Je suis très sensible à la notion de co-construction, on ne fait rien tout seul, ni nous, ni les politiques publiques, et c'est bien l'interrelation qu'il y a entre les deux qui va nous permettre d'avancer. Et puis, il y a la commande publique, l'exemplaire, il y a la réglementation, on voit bien l'effet de la RE 2020, elle commence à faire bouger les lignes, et puis on commence tous à se poser la question de comment on va aborder la 2025 et la 2028. Nous, on appelle de nos voeux que la réglementation avance plus vite, parce qu'on voit que ça a ses effets. Mais voilà, comment est-ce qu'on incite, comment est-ce qu'on est dans l'incitatif, comment est-ce qu'on est dans le coercitif, c'est toujours la même question, comment on place le curseur. Ce qui est important, c'est ça, c'est cette notion d'équilibre. Et nous, on est les garants de cet équilibre-là aussi au niveau des filières, à toutes les échelles où on est, pour aussi demain respecter les hommes et les femmes qui travaillent dans ces filières-là, les professionnels qui sont sur le secteur. Je pense que les professionnels de l'éco-construction ne connaissent pas beaucoup la crise en ce moment, mais en tout cas, si on prenait une crise, c'est la crise du sommeil. Non, mais j'en rigole pas, en fait, on est hyper sollicité, on est sur tous les fronts, on essaie de répondre à la demande, mais on a du mal, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça à avoir ces compétences-là. Donc on voit bien que la chose elle avance, mais l'équilibre il est tangible. Et il faut qu'on fasse très attention à ça, et cette vigilance elle est collective, et je pense qu'on en a conscience, ou en tout cas on partage. Donc on va aller dans le bon sens, et il faut qu'on soit attentif à tout ça, parce qu'en fait, on parle toujours d'éco-matériaux, de marché, d'argent, tout ça, mais en fait, on est des humains, quoi. Tous autant qu'on est, avec nos sensibilités, il faut qu'on les respecte. Et vous rénovez et construisez pour des humains, des usagers. Tout à fait, ouais. C'est le principe même, quoi. On aménage, on construit, on rénove, on fait évoluer le territoire dans lequel on vit. Là où ça pose la question du sens, c'est un peu ce qu'on abordait tout à l'heure, c'est que les écomatériaux, ils repositionnent au centre des enjeux du rapport entre l'homme et son environnement. Et l'environnement bâti, c'est le filtre entre les deux. Donc forcément qu'on pose des questions assez fondamentales quand on aborde ces sujets-là. On pourrait faire de la philo aussi sur tous ces trucs-là, mais quand on est dans l'opérationnel, ce qu'il faut retenir, c'est que les filières elles sont là, les professionnels ils sont présents. Si vous avez des projets, allez-y en fait, on sait faire, on peut le faire. Vous voyez, la région elle le fait, Rennes Métropole le fait, Saint-Brieuc-Aglo le fait. C'est des exemples, c'est des collectivités qui sont à différentes échelles, qui ne sont pas organisées de la même manière. Qui n'ont pas pris forcément le même chemin, mais le résultat c'est le même, c'est décarboner le secteur du bâtiment et garantir des emplois locaux. Merci beaucoup. Et quels sont les besoins, toujours Johan, quels sont les besoins des filières, justement pour continuer à ce que vous soyez mobilisés, vous aussi, filières? Le premier besoin, c'est la visibilité. On a des super partenaires, on y arrive. La preuve en est sur le printemps de l'éco-construction, là, cette année. On a besoin de se structurer. Alors ça, on fait beaucoup dans le fond du garage, mais il y a des super grosses entreprises qui ont commencé comme ça aussi. Donc on a bon espoir d'avoir des belles dynamiques, mais... Pas de nom. Pas de nom. Non, je ne citerai pas de nom. Mais ce qu'on a besoin, c'est, nous, entre nous, c'est d'être clair aussi, parce que c'est pas évident. Une interfilière, c'est aussi des niveaux de maturité différents, c'est des visions qui ne sont pas forcément toujours partagées. Travailler ensemble, l'intelligence collective, c'est un beau mot, mais au quotidien, c'est un réel défi. On a besoin de...
je vais le dire comme ça, on a besoin de sécurité, c'est pas forcément le premier mot, mais on a besoin de sécurité pour nos entreprises, en tout cas on a besoin de visibilité pour nos entreprises. Je suis rassuré des propos de Madame Lestradic, parce qu'aujourd'hui, entreprendre dans le bâtiment, dans le contexte dans lequel on est, que ce soit le prix des matières premières, la capacité à aller chercher des compétences ou tout simplement se lancer dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai vécu cette année, c'est pas une mince affaire. D'ailleurs, si quelqu'un a une assurance décennale pour une entreprise de maçonnerie, je suis toujours preneur, quoi. Est-ce qu'il y a des assureurs? La réalité qu'on vit, c'est celle-là aussi, quoi. C'est que quand on a les mains dans le cambouis au quotidien, nous, on a nos difficultés en tant que professionnels du bâtiment. Et on travaille à ça et on a besoin qu'on soit tous conscients de ces problématiques-là pour justement réussir à co-construire des politiques ambitieuses. Alors, on a une question, on en parlait avec Nathan là à l'instant, on a une question sur cette partie assurance. Rodrigue Enrio, DST Redon, donc c'est pour Johan. Certaines mises en œuvre ne bénéficient pas de normes. Il est très complexe de les mettre en application dans des équipements publics, notamment par des refus d'assurance. Quelle solution pour que les opérateurs publics puissent servir d'initiateurs? Bonjour Monsieur Enrio. Le cadre assurantiel. Bon, je suis bien placé pour vous en parler. On est animateur de co-président de FB2, plein de choses, il se passe plein de choses. On a plein de documents aujourd'hui qui nous permettent d'attester de la réglementation. Par ailleurs, je suis représentant de la filière terre crue. Alors pour ceux qui évoluent un peu dans le cadre des marchés, la terre crue c'est technique non courante. Bon, ça fait 6000 ans qu'on en fait, mais c'est une technique non courante. On en fait tous les jours, mais c'est une technique non courante. Effectivement, le cadre assurantiel, il ne nous aide pas beaucoup aujourd'hui, ou en tout cas on essaie de le faire bouger, c'est long, c'est difficile, mais quand c'est bien accompagné, les projets, on y arrive. Je ne sais pas si M. Le Bihan, maire de Mordel, est dans la salle. On a réussi à Mordel à construire une école en terre porteuse, avec des entreprises artisanales du bassin rennais, en groupant des entreprises artisanales. On sait le faire. On a des entreprises dans le bassin rennais qui mettent en œuvre de la paille sous forme de bottes. Et à un moment donné, la botte, c'était comment est-ce qu'on fait pour la sortir du champ. Aujourd'hui, on a des producteurs de bottes de paille. On a des distributeurs de matériaux qui sont qualifiés, qui savent de quoi ils parlent, qui peuvent nous faire avancer aussi sur ces sujets-là. Et puis quand je parlais de compétences, la compétence, elle est aussi dans les bureaux d'études. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le milieu de l'ingénierie et chez les architectes, on arrive à passer à travers les mailles, entre guillemets, des faiblesses du cadre réglementaire en ce qui nous concerne. Quand on n'a pas de règles professionnelles, quand on n'a pas de cadre réglementaire, comment est-ce qu'on fait? Mais on y arrive. On le fait, en fait. Quand on a envie de le faire et qu'on est motivé à le faire, on arrive à le faire. Et ça passe par une maîtrise d'ouvrage qui est impliquée, évidemment. Et ça, c'est le premier message, on l'a fait passer, mais sans vous, rien ne se fait. Vous êtes la colle, j'allais dire le ciment, mais oula. Attention, Johan, attention. Vous êtes la colle, vous êtes le lion dans tout ça, vous êtes l'argile, mais vous êtes le lion dans tout ça, c'est hyper important, c'est la volonté qui nous permet d'avancer, et puis après c'est d'être accompagné par des gens qui savent, parce qu'on ne fait rien sans rien, et il faut qu'on soit à vos côtés, les filières, l'interfilière. On voit bien 18 projets accompagnés dans le cadre du premier appel à la manifestation d'intérêt. Je vous invite à rencontrer des collectivités qui ont été accompagnées dans le cadre de ces projets-là. Il y a vraiment des très belles opérations qui sont en train de sortir de terre. Il y a des marchés exceptionnels qui sont sortis. Et ça, c'est des exemples et c'est des choses qui sont portées par les collectivités. Et heureusement qu'on travaille ensemble dans ce sens-là. Donc pour le cadre réglementaire, monsieur Henriot, si vous voulez faire de la terre crue, venez me voir après. Il n'y a pas de problème. C'est pas de la terre, hein? C'était pas de la terre, Johan. Ouais, mais alors après, le bois, c'est facile à faire passer dans un projet. La paille, j'en parle pas. Le chanvre, j'en parle pas. Les algues en peinture, très simple. Le chaume, ils sont en train de faire des règles professionnelles. Nous, c'est lourd, ça colle, on sera toujours à la traîne, mais on est là pour vous aider, on y arrivera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, une question pour nos élus, une question de Nicolas Naude, gérant d'un bureau d'études environnement. La rénovation, mutation du parc existant présente un énorme potentiel pour les enjeux d'étalement urbain et de réduction de l'impact carbone. C'est ce que vous disiez.
Quelles sont les impulsions politiques concrètes sur ce sujet à l'échelle de la région Bretagne et à l'échelle de Rennes Métropole? Ah, vous n'êtes pas venu pour rien, hein. Attention, hein. Et sur le logement, la région Bretagne a très peu de compétences en fin de compte. C'est plutôt les agglomérations et voilà, donc je pense que je vais passer vite fait le micro. Est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités de lancer des AMI? Est-ce qu'il n'y aurait pas... Non, oui, c'est vrai que vous n'avez pas la compétence logement. Alors, via des AMI, si on a un AMI bâtiment performant, en partenariat avec l'État notamment, où effectivement là on incite et on promeut des bâtiments performants, mais je veux dire, ça va pas être la force de frappe nécessaire, c'est ça que voilà, on incite, on impulse. Ça permet aussi de faire tache d'huile et de pouvoir... je pense qu'il y a toujours cette notion-là de démontrer que ça peut marcher et d'inspirer les autres en fait. Donc on a cette fonction-là. Après, effectivement, je pense que c'est plutôt du ressort des autres collectivités. Elles ont des leviers beaucoup plus importants que la région Bretagne sur ça. Moi, je voudrais juste revenir... tout à l'heure, vous parliez effectivement que vous ne dormiez pas beaucoup parce que vous aviez beaucoup de demandes. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il y a un besoin de formation. Donc là, j'ai plus de levier. Ça y est. Là, j'ai plus de levier. Et au début, dans vos propos introductifs, il y avait la question de pourquoi une sensibilisation au grand public ou une journée grand public. Eh bien, je pense qu'il y a tout l'intérêt parce que quand on voit des choses, on se dit, bah tiens, ça m'intéresserait peut-être de m'orienter dans ces filières-là, où oui, je veux être dans les métiers du bâtiment, mais pas forcément le bâtiment d'il y a 10 ans, mais celui du futur. Et donc je pense que c'est essentiel d'avoir à la fois ces journées grand public, qu'on fait, que vous faites au niveau de la fédération, mais qui se déroulent dans pas mal de territoires bretons au final. Parce qu'effectivement, la formation va être nécessaire. Et Carole Lebéchec parlait d'une formation un peu particulière qui avait eu lieu sur Ostredin. Et comme c'est des filières qui sont en émergence, la région Bretagne elle a la capacité de faire aussi des formations sur mesure avec des projets très particuliers. Donc il faut aussi que vous, si vous avez que ce soit les collectivités mais aussi les professionnels, vous avez le droit de venir vers nous en disant est-ce que là il n'y a pas moyen de créer quelque chose, de la dentelle pour telle opération, etc. Ça aussi, ça on peut le faire. Et moi j'en ai parlé un peu quand j'ai pris un café, quand je suis arrivée. On est dans des jurys de concours et nous sommes des élus. Donc on ne sait pas tout. Et à côté de nous, il y a des architectes. Et on regarde des projets et on entend nos services, on entend les architectes nous énoncer et avoir un regard très technique, une expertise sur les projets de construction. Et il m'est arrivé que sur certains projets, on me dit celui-là, un truc en paille, ça va jamais aller, parce que le contrôleur technique, à la fin, il va dire non, donc ça sert à rien. Donc je pense qu'il y a aussi une diffusion ou une formation entre professionnels, peut-être, parce que vous êtes élu, vous entendez ça. Bon, je ne veux pas vous dire, mais ça ne vous met pas forcément non plus en confiance pour choisir ce projet-là, parce que moi, je ne suis pas technicienne de vos métiers. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce partage d'expérience, en tout cas, au sein de vos professions, entre guillemets, pour que, effectivement, on puisse pouvoir développer et, en tout cas, accepter beaucoup plus facilement. Parce que je pense que c'est aussi des changements d'habitude et que comme toute habitude, le changement, c'est compliqué. C'est long. Et c'est long, mais donc je voulais juste avoir cette petite vigilance-là parce que moi, ça m'a surprise. Mais à un moment donné, nous aussi, en tant qu'élus, on peut des fois être démunis sur certains commentaires. Alors, question qui relève de la formation aussi. Daniel Lebois, conseiller municipal à la Chapelle-Thoireau, y a-t-il assez de centres de formation pour les filières biosourcées? Alors peut-être, Johan, peux-tu répondre?
Je les connais pas tous. J'en ai cité 4 tout à l'heure dans les remerciements. On est la région, on a la chance d'être dans la région où il y a plus de centres de formation en éco-construction. On en a un historique du côté de Dinan, il y en a un dans le pays de Fougères, il y en a un dans le pays de Redon. Il y a du développement dans le 22, il y a du développement dans le 56. On a des lycées professionnels historiques dans le 29 aussi qui font la promotion de l'éco-construction. Et puis, on parlait de la formation, on est dans la fédération et les filières, on est dans le programme CNQ Act BZH aussi. Donc on réfléchit à comment est-ce qu'on peut structurer l'offre de formation aujourd'hui sur le territoire à tous les niveaux. La formation en éco-construction, elle peut être ouvrier professionnel du bâtiment, et on en parlait tout à l'heure, c'est aussi les ingénieurs, les archis, puis tous les techniciens qui nous rentrent. On a d'énormes trous dans la raquette aujourd'hui, et pour ça on travaille avec l'enseignement supérieur, le monde de l'enseignement supérieur, et puis depuis peu avec l'Académie de Rennes aussi. Donc ces partenaires-là, ils sont identifiés, nous on connaît nos besoins dans les filières. On voit où est-ce que ça pêche, on voit où est-ce que ça manque, et puis on se fait écho aussi des entreprises et des professionnels de terrain pour faire remonter ça dans les instances. Et c'est très souvent des grosses machines aussi. Nous, on n'a pas cette ingénierie-là forcément au départ. Donc c'est un sujet, la formation, c'est un sujet, l'accompagnement réglementaire, c'est un sujet, la sécurisation de nos ressources, c'est un sujet, l'animation des filières. C'est un sujet, l'animation des filières, puis je vais le redire une troisième fois, c'est un sujet, l'animation des filières. On a besoin de soutien pour animer toutes ces dynamiques-là, on n'y arrivera pas tout seul. Et ça, c'est hyper important à retenir. On fait des choses, on fait des belles choses, mais si on veut aller plus loin, plus fort, il faut qu'on y aille plus fort, plus loin, c'est sûr. Merci beaucoup, c'est très clair. On a soulevé tous les freins et on a vu une solution, le soutien à l'animation des filières pour renforcer toute la stratégie mise en place et les actions. Je reviens quand même sur cette question de Nicolas Naude, et donc maintenant, cette fois, c'est Madame Besserve. Alors, quelles sont les impulsions concrètes politiques de Rennes sur la rénovation? Sur la rénovation, où j'avais compris aussi sur la mutation du parc existant. voilà, et puis pour limiter la consommation des espaces agronaturels. Donc juste, je suis agricultrice de profession aussi, et sur cette préservation nécessaire des espaces agronaturels, il suffit de regarder l'évolution de la démographie depuis 50 ans. On est passé peut-être de 55 millions dans les années 60-70 à 68 millions. Donc nous sommes de plus en plus nombreux en France. Nous avons de moins en moins de surface de terres agricoles, puisque jusque dans les années 2000-2010, on a beaucoup consommé. Et puis, en fait, on demande à l'agriculture de nourrir cette population qui est plus nombreuse, de faire des matériaux pour les vêtements, la population plus nombreuse, et de se lancer aussi dans les matériaux pour construire. Et puis, un autre matériau, enfin, d'autres cultures pour l'énergie. Alors, quand vous additionnez tout ça avec de moins en moins de surface et de plus en plus de monde, mais qu'il faut produire d'une certaine façon, l'équation est un peu difficile, donc il est absolument nécessaire d'arrêter de consommer les espaces agronaturels. Sur la métropole, depuis de nombreuses années, quand même, il y a une réduction. Dans les années de 80 à 2000, on était plutôt à 210 ou 220 hectares de consommés par an. Et puis, de 2000 à 2010, on était plutôt peut-être autour de 140, 150, si ma mémoire est bonne. Dans le PLUI de 2019, on avait un objectif de réduction, on arrivait à 117 hectares par an. Et puis, en fait, dans les faits réels, on est plutôt à 80, ou même on affine la consommation aussi, qui est différente de l'ouverture à l'urbanisation, mais voilà, on parle peut-être de 50, 60 en ce moment. Donc on voit bien qu'il faut être sur cette ligne-là, et il faut partager ça à l'ensemble du territoire, mais ça interroge sur la densité de logements à l'hectare, et donc sur les formes urbaines, et ce qui est applicable dans une ville comme Rennes n'est pas forcément applicable dans une commune rurale. Donc il faut avoir vraiment aussi cette volonté de respecter les caractéristiques des communes, la diversité des communes. Donc voilà, c'est une réflexion d'intelligence collective, et trouver le point d'atterrissage intelligent, voilà, c'est beaucoup de débats.
Après, on regarde aussi sur nos zones d'activité, sur nos communes, là où on peut construire. Alors, ce qu'on appelle les dents creuses, il y a une étude de gisement foncier sur l'ensemble des communes de la métropole. Est-ce qu'on peut construire encore dans la tâche urbaine? Alors, quelquefois, eh bien, il faut regarder s'il y a des arbres classés, s'il y a des grands arbres, l'essence d'arbres, s'il y a une zone humide, s'il y a un parc, est-ce qu'on urbanise sur les espaces verts? Voilà, c'est une question. Après, on a fait aussi une étude de densification sur les zones d'activité. Comment on peut densifier les zones d'activité? On voit souvent que historiquement, c'était plutôt de l'activité en rez-de-chaussée. Mais en fait, il est possible, très certainement, demain, de faire du bureau à l'étage, pourquoi pas du logement au-dessus, s'il y a un transport en commun performant. C'est ce qu'on appelle la mixité fonctionnelle dans les zones d'activité. On peut amener du logement, on peut amener des services, on peut amener l'école, on peut amener de l'activité, on peut maintenir l'activité. Et puis il y a aussi la mixité verticale. Donc dans un même bâti, comment avoir de l'activité en rez-de-chaussée, du bureau à l'étage et du logement. Donc ces réflexions-là, on les a notamment sur des zones d'activité des années 70. Je citerai Zédanov, Coteau de Lille, donc c'est entre Rennes et Saint-Grégoire. Je dirais aussi sur Champy, Verne-Rennes, la zone d'activité Bois-de-Sèvres. Voilà, c'est deux exemples un peu en réflexion. Historiquement, ces dernières années sur la Courrouze, il y a eu aussi tout un travail sur le logement et l'utilisation de tous ces espaces pour amener du logement, mais aussi du tertiaire, et puis avec un transport en commun performant. Alors, on a lancé des études, je disais, de gisement foncier, de densification des zones d'activité, de mixité fonctionnelle sur certaines zones. Et puis, il y a dernièrement, ça va sortir cette étude sur la surélévation, les potentiels de surélévation. Il y a aussi cette étude, enfin, c'est pas une étude, mais à chaque fois, cette option de réversibilité de bureau en logement. Alors, l'inverse est plus difficile, de logement en bureau. Donc, on voit bien qu'on actionne plein de choses pour utiliser le moins possible les espaces à coût naturel. Mais après, pour revenir à la question de la rénovation, je disais que 90%, 80% de ce qu'on aura besoin est déjà là. Donc il faut le rénover. Et donc sur Rennes Métropole, on a aussi actionné le curseur du réemploi, de l'économie circulaire. Donc c'est des choses qui se sont mises en route au début de ce mandat pour avoir des feuilles de route et à mettre en œuvre et à proposer, recommander, voire obliger pour les constructions futures. Et puis, on a aussi, dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, recensé tout le patrimoine bâti d'intérêt local. Là, Johan Bois qui est à mes côtés, c'est bien de quoi je parle. On a recensé, alors j'ai plus en tête le nombre, mais tout le bâti en terre ou bâti en pierre. Et donc, on se pose souvent la question des matériaux biosourcés ou géosourcés dans la construction. Mais souvent, moi, la première chose que je dis, c'est peut-être préservons déjà tout ce qu'il y a en terre et comment on peut le rénover, voire le surélever avec du bois, donc qui est un matériau biosourcé. Et donc, vraiment mettre en avant ce bâti en terre historique au bassin rennais et peut-être essayer de structurer une filière. Donc, c'est vrai qu'on l'a de plus en plus. Et quand on fait de l'aménagement, de renouvellement urbain, c'est presque du travail de dentelle. Comment adjoindre une construction à proximité immédiate d'un bâti en terre et pour être élu depuis un moment et travailler ces questions-là d'intégration dans le tissu urbain, il est important de garder un bâti ancien qui laisse l'identité à la commune, quelque chose d'identité et d'affect. Et donc, pour mieux accepter la construction peut-être plus contemporaine, adjacente, mais voilà. Donc, vraiment, cette nécessité de recenser tout le patrimoine bâti en terre et de le rénover. Merci beaucoup, Madame Messer. Johan, une réaction, mais très brève, parce qu'il me reste... Mais ça sera une réaction conclusion si... Non, j'ai des questions quand même à poser. La réaction, c'est par rapport à tout ce qui vient d'être dit, ce qui est hyper intéressant, c'est... en fait, cette finesse qu'il faut qu'on ait dans les réponses, c'est dans l'essence même des matériaux biosourcés.
la finesse de l'approche, de la technique qu'on met dedans, la finesse des parois, parce qu'on a des parois performantes, et puis la légèreté des réponses. Nos matériaux, ils sont particulièrement légers, ils sont agiles. On a construit des centres historiques en pan de bois il y a quelques siècles de ça. Aujourd'hui, la construction bois, remplissage paille, enduit terre, on n'invente absolument rien. Ces modèles-là, ils existent. Et pourquoi à l'époque c'était fait comme ça? Milieu urbain dense, avec des chantiers très difficiles d'accès. Donc la haute couture en milieu urbain, les matériaux biosourcés ici prêtent, la surélévation, les matériaux ici prêtent, et la rénovation du patrimoine bâti, évidemment, seuls les matériaux biosourcés s'y prêtent. Petit exemple, je vous invite à aller visiter Élan Bâtisseur à Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est une reconversion d'un site industriel, zone d'activité, années 70, rénové avec des matériaux biosourcés. Ça a fait partie des visites qui étaient organisées là, pendant le printemps de l'éco-construction, mais je pense qu'ils se feront un plaisir de vous accueillir si vous voulez voir des exemples qui fonctionnent à coût maîtrisé. Merci beaucoup. Alors, j'interpelle nos deux élus. J'ai deux questions. Quand va-t-on lier les subventions locales au biosourcé et au réemploi? Donc, pas facile la question, mesdames, et réponse rapide. Écoutez, j'étais en train de me dire, j'ai pas évoqué ça. et donc, à Rennes Métropole, il y a, alors je ne sais plus quel est le terme exact, c'est l'ancien fonds de concours, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle pourra me corriger, voilà. Et donc, c'est le fonds de concours, donc ce sont une participation financière de la métropole en direction des communes sur la construction de bâtiments neufs, mais aussi sur de la rénovation, à condition que les curseurs soient poussés en termes d'isolation thermique et d'emploi de matériaux biosourcés. Donc la métropole commence à agir dans ce domaine, mais je sais qu'aussi et la région, puisque en tant que maire de Béton, ça nous est arrivé de solliciter la région sur des projets de rénovation ou de construction pour l'emploi de matériaux biosourcés, d'isolation performante. Voilà, je donnerai simplement, je prends ma casquette maire de Béton qui avait été construite dans les années 70, mais on a fait le choix de ne pas les bénir, de garder, on a beaucoup cette pratique-là béton, de garder les parois béton. Mais en termes de performance énergétique, de pousser les curseurs assez loin, qui permettrait, je vais parler au conditionnel parce que j'aime bien voir, quand j'affirme voir le résultat, qui permettrait d'abaisser nos consommations de 80% d'énergie. Et puis avec aussi cette volonté d'inclure des matériaux biosourcés. Alors après, il y a une question qui a été soulevée sur contrôleur technique, et c'est vrai que c'est un petit sujet. Et quand on nous dit le contrôleur technique ne va pas accepter ça, et bien en tant qu'élu, on fait quoi? Est-ce qu'on va à l'encontre, surtout quand c'est pour accueillir des enfants Yael Sradik. Le dispositif vient d'être évoqué. Il s'agit de notre dispositif de politique territoriale, donc effectivement en direction principalement des communes, mais pas que, aussi des associations, qui s'appelle Bien Vivre Partout en Bretagne, qui a différents volets, mais qui permet en tout cas d'accompagner les communes dans leur construction ou dans leur proposition de services au public. Et effectivement, on nous appelle des fois les pénibles, parce qu'on a des exigences en termes de gains énergétiques et d'utilisation de matériaux biosourcés qui impulsent, qui obligent, autrement il n'y a pas de subvention de la région Bretagne, donc oui, on a des critères, et je sais que des fois ça râle sur les communes, mais nous on fait le choix de développer ça, donc on inscrit ça dans nos critères de subvention. Merci beaucoup. Alors il y a deux autres questions, mais une question par rapport aux architectes des bâtiments de France. Je vous propose qu'on y réponde dans la prochaine table ronde. Et une autre question sur comment on aide une jeune entreprise sur les fonds propres. Est-ce que la région aide les jeunes entreprises à rehausser les fonds propres? Il faudrait peut-être voir le service éco de la région, mais... Alors là, je vais prendre ma casquette plutôt peut-être ESS, finalement. Ça dépend quelle entreprise c'est. Mais si c'est une structure de l'économie sociale et solidaire, nous avons des dispositifs d'émergence
voilà, où nous finançons des partenaires, notamment en France Active Bretagne, je vais faire de la pub. Voilà, et puis effectivement, dans le service voilà, et économie, on peut après, là la question me paraît trop vague, juste là pour y répondre, mais oui, il y a des dispositifs en tout cas pour aider les entreprises à émerger. Aussi, on entendait tout à l'heure en termes d'innovation. Donc voilà, on peut accompagner les entreprises dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Alors à tous les quatre, je vais vous demander, pour clôturer cette table ronde, on a 5 minutes de retard, mais quand même, en un mot ou une phrase, les biosourcés, votre territoire ou les projets, qu'est-ce que vous avez à nous partager en dernier mot? Anne-Claire, vous n'avez pas entendu, c'est ma faute sur la fin, allez-y. Peut-être dire que je pense que le rôle d'une collectivité, ça a été dit tout à l'heure, de parler du sens. Mais je pense qu'il y a la réglementation, c'est une chose, il y a le coût dont on en parle souvent. Et c'est aussi de redonner du sens dans certaines professions, redonner du sens en interne aux agglomérations, mais aussi pour les travailleurs, voilà, enfin, les entreprises. Voilà, je sais que, enfin, pour moi, voilà, je pense que ça, moi, c'est ce qui a du sens pour moi, en tout cas, de trouver tous les jours et de participer au développement local. Au-delà de l'aspect environnemental. Donc, développement local et donner du sens. Merci beaucoup. Johan. J'ai encadré sur ma feuille, là où je prends toujours des notes, le mot désirabilité. Je pense que c'est un peu ça que j'ai envie de faire passer comme message. Merci beaucoup. Madame Besserre. Alors moi je dirais, outre l'aspect financier, la formation, l'approvisionnement en biosourcés, pour répondre aux enjeux climatiques, l'aménagement est important, la construction, mais aussi les usages et le temps d'utilisation. Donc je vous dirais la question des coûts des matériaux biosourcés, si un bâtiment est utilisé 365 jours de l'année par différentes associations. Donc voilà, il faut prendre en compte aussi le coût de fonctionnement et les usages et le coût de recyclage, mais surtout le coût des usages. Je vois qu'aujourd'hui, il y a une réunion dans un amphi, peut-être qui serait vide en temps normal. Voilà, les usages. Merci. Madame Australie. Un mot? Une phrase? Toujours inconvénient de passer en dernier. Moi, je dirais que c'est un impératif. Parce qu'on n'a pas le choix. On ne va pas avoir le choix. Donc à un moment donné, il faut effectivement tous s'y mettre. Nous aider, nous, collectivités, voilà, à augmenter nos critères et jusqu'où. Enfin, voilà, mais dans toutes nos politiques, je pense qu'il y a cette notion d'équilibre, de critères, jusqu'où on peut aller, jusqu'où vous pouvez nous pousser, etc. Et donc, à côté du mot impératif, moi j'aime beaucoup le mot partenariat quand même, parce que je pense qu'on ne fera pas les uns sans les autres. Donc voilà. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Vous pouvez les applaudir bien.